je demandais à l'esprit de commenter en relation avec la notion de sens pratique. Ce que ça me dit, c'est à l'être humain de voir à la dimension pratique de sa vie. L'être humain a à prendre en considération la dimension prépersonnelle de sa vie, car s'il ne le fait pas, il est à l'image d'un individu qui est handicapé et qui lui manque un membre. Donc l'être humain, pour être pleinement réel, doit prendre en considération la dimension vibratoire, c'est vital. L'être humain a à composer avec des conditions d'existence aussi. D'où la pertinence de l'intelligence pratique. Si l'être humain attend que l'invisible organise sa vie intelligemment en relation avec des programmations, premièrement, ça ne fera pas son goût en tant qu'ego. Puis ces programmations-là qui sont mises en place par rapport à des êtres de l'autre côté du voile de la dimension physique, ne sont pas nécessairement totalement ajustés à la sensibilité individuelle et émergente de l'individu. C'est à l'individu de se dire à l'invisible, tout en écoutant l'invisible, pour qu'il y ait un rapport d'équilibre, d'harmonie, en relation avec la fusion. Plus l'individu intègre l'esprit, plus il devient lui-même en tant qu'être multidimensionnel. Donc l'ouverture de l'esprit à l'invisible est fondamentale, mais c'est à l'individu d'exprimer avec clarté ses besoins à l'invisible et d'agir en relation avec eux, car il ne doit pas prendre pour acquis que l'invisible va veiller sur lui et répondre pleinement à ce qu'il a besoin de sa perspective à lui, personnelle. Car ça ne fonctionne pas comme ça. Le culte doit prendre en considération l'individu et vice-versa. Pour qu'une unité de conscience réelle puisse émerger. Est-ce que l'esprit s'oppose à l'intelligence pratique? Pas du tout. Par contre, l'esprit s'oppose aux résistances de l'ego qui, au nom d'orgueil et de désir de contrôle, va se réfugier derrière la notion d'intelligence pratique pour maintenir le statu quo et se donner un faux sentiment de puissance. Mais tout ça, c'est subtil. Parce qu'il peut y avoir de la légitimité à l'ego d'exprimer ses besoins à l'esprit. Puis en même temps, ça peut être déjusté parce que si l'ego confond les désirs et les besoins parce qu'il était assujetti à l'astral ou qu'il vibre à la peur, à ce moment-là, sa parole est pas réelle. Et il a besoin de l'esprit pour l'ajuster. Mais si l'ego est fermé à l'esprit et il ne peut pas l'ajuster à travers la communication intrapsychique, à ce moment-là, l'esprit n'a d'autre choix que de passer par des individus interposés auxquels ces individus peuvent servir de canal en y écrivant des courriels ou une pléthore, une grande quantité de messages, mais ça peut être aussi à travers des chocs événementiels. L'ego a s'ajusté avec l'esprit tant qu'il n'a pas atteint totalement la fusion, mais ça ne veut pas pour dire pour autant que l'esprit, à travers son mouvement de mise en relation avec l'ego, va être unidirectionnel par rapport à lui. En fait, là, ça devient intéressant. C'est parce que c'est à l'ego de prendre sa clé de la liberté. S'il attend que les plans le rendent libre, il va attendre longtemps à Christ. Parce que ça va être à travers la saturation de la souffrance expérientielle qu'il va être obligé de mieux se définir par rapport à l'occulte. Donc, l'ego, il a de l'intelligence à exprimer ses besoins d'une manière pratique, mais dans certains cas, c'est sûr que ça peut être récupéré astralement pour que l'individu se maintienne dans un état de médiocrité à un certain niveau. Donc, il ne faut pas que les besoins pratiques aveuglent l'ego et le couple du réel, mais en même temps,
Si l'ego n'est pas à l'écoute des besoins pratiques, il est déconnecté au réel de sa condition biologique. Donc, ça prend de l'équilibre. Donc, essentiellement, le propos, c'est que ça prend de l'équilibre.